Hey tout le monde, on se retrouve sur ma chaîne Toshira. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 observations que j'ai souvent pu observer en crèche et en fait, je vais vous donner les étapes à faire jusqu'à arriver à l'activité. Je vais tout de suite vous donner les 5 observations qui seront traitées dans cette vidéo. La première, des enfants qui se lavent les mains et qui rigolent. La deuxième observation, ce sera des enfants qui courent un petit peu partout, qui débordent d'énergie. Et vous allez voir, quand on va aller un petit peu plus dans les détails de cette observation, on va être amené à se questionner si c'est vraiment un besoin de se dépenser ou alors est-ce que derrière cette énergie se cache pas plutôt une certaine fatigue. La troisième observation, c'est un enfant qui escalade des meubles. La quatrième observation, c'est un enfant qui ne parle pas encore et qui a du mal à s'intégrer avec les autres. Et enfin, la cinquième et dernière observation, ce sera un enfant qui mord. En tout cas, je vous souhaite une bonne vidéo. Donc je vais vous lire la première observation, elle est très rapide. En arrivant dans la salle de bain, deux enfants se lavent les mains, ils se regardent, rient et éclaboussent un peu l'eau. J'observe sans intervenir, c'est une observation non participative. Première observation, ce sont donc deux enfants qui s'amusent à jouer avec de l'eau. Donc là c'est vraiment quelque chose que j'ai pu moi-même être amenée à voir quand j'étais en crèche. Donc première étape, c'est l'observation qui est factuelle. Là vous vous posez la question, qu'est-ce que je vois? Une observation doit toujours être factuelle, il ne doit pas y avoir de jugement. Deuxième étape, c'est le questionnement. Pourquoi? On pourrait alors, lors de cette observation, se poser la question pourquoi les enfants rient-ils? Pourquoi continuent-ils à jouer avec de l'eau même après s'être lavé les mains? Troisième étape, on passe par l'hypothèse. Peut-être qu'ils transforment ce moment de routine en jeu relationnel parce que c'est vrai que se laver les mains en général à la crèche c'est vraiment quelque chose qui est inclus dans la routine des enfants. On peut alors se dire peut-être qu'ils transforment ce moment de routine en jeu relationnel entre eux, ils ont envie de jouer. Ensuite, la quatrième étape, elle est très importante, c'est des recherches théoriques. Forcément, quand vous allez proposer une activité, il va falloir passer par des recherches théoriques tout simplement parce que il faut pas juste se baser sur l'observation. Il faut pas juste se baser sur ah ok les enfants ils aiment bien jouer avec l'eau quand ils se lavent les mains alors je vais leur proposer de jouer avec de l'eau. L'activité ne peut pas être juste basée sur cette observation là, il faut aussi se baser sur des recherches théoriques. Les recherches théoriques elles vont vraiment être là pour réussir à cibler au mieux l'activité la plus appropriée par rapport à l'observation qu'on vient de faire et en faisant des recherches théoriques et ben tout simplement ça nous apprend également le développement de l'enfant qui est très important à connaître quand on côtoie des enfants ou même quand on travaille au quotidien avec des enfants. Si un jour vous êtes amené à faire des recherches théoriques sur le développement des enfants et si vous avez envie tout simplement de mener vous-même des activités, je vous conseille 5 sites fiables. Je vous les mettrai en barre d'infos mais je vais également vous les dire ici. En tout cas sachez là que les 5 sites que je vais vous énoncer ce sont vraiment des sites fiables où à chaque fois des professionnels ont bien confirmé la fiabilité de ce site et la fiabilité surtout des informations. C'est quand même important de se baser sur des recherches théoriques où des professionnels ou des scientifiques ont bien confirmé que les informations étaient vraies. Après bien sûr il n'y a pas forcément que des sites internet qui vont vous permettre de faire des recherches théoriques, il y a également des livres et il y a également des pédagogues. Donc je vais vous donner 5 pédagogues qui m'ont beaucoup intéressée durant ma première année d'études là que je viens de faire. Je me suis dit que c'était potentiellement plutôt intéressant de vous partager ces 5 noms dans cette vidéo. Donc vous avez bien évidemment Maria Montessori, Amy Pichler, Jean Piaget, Lev Vygotsky et Henri Wallon. Bien évidemment il en existe plein des pédagogues, je pourrais vous en faire une vidéo spécialement dédiée rien que pour les pédagogues, mais là comme dit je vous ai vraiment cité les 5 que j'ai le plus utilisé cette année pour faire mes recherches théoriques tout simplement. Ensuite une fois que vous avez fait vos recherches théoriques, vous allez forcément devoir vous fixer des objectifs liés à cette activité. Donc en soi un objectif ça va plutôt être l'idéal que vous recherchez lors de cette activité. Là j'ai en tête 3 objectifs qui ressortent lors de cette observation. Le tout premier ça va pouvoir être le fait de laisser continuer les enfants à jouer avec l'eau, bien sûr en cadrant l'activité. Je vais vous proposer l'activité après, vous allez un petit peu mieux comprendre, mais déjà là un des premiers objectifs qui peut venir en tête c'est le fait de favoriser l'autonomie dans cette routine d'hygiène et les laisser faire par eux-mêmes, forcément ça favorise leur autonomie. Vous pouvez avoir un seul objectif pendant l'activité, vous pouvez en avoir 5 en sachant qu'un objectif va plus être visé pour vous que pour l'enfant. Vous allez vous auto-évaluer sur vous-même, sur votre manière d'avoir amené l'activité plutôt que sur l'enfant. L'enfant on va jamais l'évaluer. Par exemple, on peut partir sur le deuxième objectif, le fait de soutenir le jeu social dans un cadre sécurisé. S'il y a un enfant qui n'a pas forcément envie d'interagir avec les autres enfants pendant qu'il est en train de jouer avec de l'eau, c'est pas grave, ça va pas être de la faute de l'enfant et c'est le professionnel qui va devoir se re-questionner par rapport à cet objectif. Qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce qui a fait que l'enfant n'a pas voulu interagir avec les autres enfants? L'objectif c'était quand même de base de continuer à créer ce lien entre les enfants à travers le fait de jouer avec de l'eau. Qu'est-ce que j'ai manqué dans cette activité qui a fait que les enfants ne se sont pas forcément rapprochés entre eux? Et en fait les objectifs ils vont vraiment être là pour s'auto-évaluer, pour s'améliorer en fait tout simplement pour les futures activités. En troisième objectif,
objectif, vous pouvez vous dire qu'il faut bien évidemment respecter les besoins sensoriels des enfants. À travers des activités, les enfants ont besoin de découvrir leurs 5 sens. Là, je peux vous proposer 2 idées d'activités. Si vous voyez que les enfants, du coup, ils aiment bien jouer avec de l'eau, ils aiment bien interagir entre eux, n'hésitez pas à proposer du coup à plusieurs enfants une activité au même endroit où ils étaient, donc dans ce petit lavabo, une activité vaisselle par exemple. Vous allez pouvoir leur proposer des gobelets, de la dinette en plastique avec des éponges, un peu de savon, et comme ça, ils peuvent jouer avec l'eau, ils peuvent même rentrer dans un jeu de rôle en imitant par exemple leurs parents qui font la vaisselle tout simplement, ou alors rentrer dans un autre jeu de rôle, par exemple les enfants vous pouvez leur dire qu'ils s'imaginent qu'ils viennent de terminer de manger, et hop ils vont nettoyer leurs gobelets, leurs assiettes dans lesquelles ils viennent de manger, leurs couverts. Et sinon comme deuxième activité que vous pouvez leur proposer, c'est toujours dans le cadre de cette routine. Lors de cette observation, on a pu voir que les enfants, quand ils doivent aller se laver les mains avant d'aller manger ou avant d'aller au goûter, on a pu observer du coup que les enfants ils aimaient bien s'amuser avec l'eau. Alors là, on va pouvoir rester dans ce cadre de la routine, donc on peut juste rajouter un côté plus ludique à ce moment de cette routine, tout en se lavant les mains, tout en continuant à leur apprendre l'hygiène, à se laver les mains, à être propre, à se laver les mains par eux-mêmes. Et donc là, je sais pas, par exemple, vous décidez qu'un jour dans la semaine, avant d'aller au repas, et les enfants quand ils se lavent les mains, ils peuvent utiliser une éponge par exemple. Ils peuvent frotter leurs mains avec une éponge. Et bien sûr, tout ça, vous le faites en essayant de garder un cadre clair, en essayant d'être le plus clair possible avec les enfants, que l'éponge elle doit uniquement frotter leurs mains, elle doit pas frotter le miroir, il faut pas que l'éponge finisse par terre, il faut pas que l'éponge finisse dans le visage d'un copain. Voilà, ça c'est un cadre important à mettre en place. Mais à partir du moment où vous mettez un cadre clair en place, les enfants, je pense qu'ils seraient ravis une fois dans la semaine de se laver les mains avec des éponges. Ça rajoutera tout simplement un petit moment ludique à cette routine. Alors la deuxième observation, je l'ai nommée enfant qui déborde d'énergie. Je vais vous parler d'une observation qui se déroule dans le groupe des grands, donc les enfants ils ont entre 2 ans et 3 ans. Quand on observe des enfants, il y a aussi toujours un petit peu le temps d'avant qui est important à prendre en compte. Qu'est-ce que les enfants étaient en train de faire? Donc là l'observation c'est plusieurs enfants courent dans la salle de vie, renversent des coussins, sautent sur les canapés et crient. Là lors de cette observation, un détail plutôt important à prendre en compte c'est qu'est-ce que les enfants faisaient avant? Est-ce que les enfants étaient en train de jouer dehors et ils viennent de rentrer dans la salle de vie? Est-ce que les enfants sortent du repas? Donc potentiellement s'ils sortent du repas, il faut prendre en compte que en général les enfants ils restent à peu près 30 à 40 minutes assis pendant le repas. Donc c'est à prendre en compte. Parce que potentiellement, si des enfants reviennent de dehors, ils ont joué pendant plus d'1h30 dehors, et qu'ils rentrent et qu'ils continuent à courir, à crier. Soit là, on va pouvoir se dire, ok, peut-être qu'ils avaient encore besoin de se défouler. Ou alors, on va pouvoir se dire peut-être que là c'est encore une façon pour eux de décharger toute l'énergie qu'ils ont, mais ils sont fatigués. On a besoin de les canaliser, on a besoin de leur proposer une activité plus calme pour qu'ils se recentrent sur eux-mêmes. Par contre, à contrario, si là on est sur une observation où les enfants sortent d'un repas où ils étaient assis pendant 40 minutes, ça peut potentiellement être un véritable besoin de se défouler, de se dépenser, parce que pour un enfant, rester assis plus de 30 minutes, c'est très compliqué. Donc là, lors de cette observation, voilà, on observe que les enfants ils courent dans la salle de vie, ils crient, ils sautent. Je n'ai pas le contexte d'avant. Là, en deuxième étape, on va pouvoir se questionner. Pourquoi sont-ils aussi agités? Est-ce que c'est de la fatigue ou alors est-ce que c'est un besoin moteur non comblé? En troisième étape, l'hypothèse. On va commencer en se disant peut-être que les enfants n'ont pas eu assez d'activité motrice dans la journée. Ou alors peut-être qu'ils expriment une certaine fatigue ou une émotion. Quatrième étape, les recherches théoriques. Là, on va vraiment se pencher sur le développement moteur de l'enfant, sur les émotions de l'enfant également. Ensuite, les objectifs ici qu'on va pouvoir se fixer par rapport à cette observation, il peut y en avoir plusieurs. Si lors de vos recherches théoriques et par rapport à l'observation, c'est un groupe d'enfants qui revient de dehors et que vous avez en finalité un petit peu pu conclure sur le fait que les enfants ont un besoin de continuer à se décharger, je vais vous lire les objectifs qu'on peut potentiellement se mettre en tête lors de cette activité. Donc déjà comme objectif, on peut essayer de répondre aux besoins de décharge motrice des enfants. On va pouvoir essayer de proposer des alternatives à l'agitation non cadrée. On peut proposer une activité où quand les enfants rentrent de dehors, on va potentiellement conclure qu'ils vont peut-être être agités dans la salle de vie.
et bah alors en amont, une collègue va mettre en place un coin plutôt calme avec de la musique douce, et quand les enfants vont rentrer, une professionnelle va les accueillir et va leur parler calmement, limite en chuchotant, pour vraiment instaurer un cadre apaisant, un cadre qui va les canaliser, on va canaliser leur agitation. Pour vous donner un exemple, fut un temps quand je travaillais dans le groupe des grands, ça m'est arrivé plusieurs fois où les enfants, ils ont passé un certain temps au repas, le temps de manger, ils étaient assis, et en fait ensuite ils ont dû retourner sur le groupe. Ils étaient pour la plupart très agités, qu'il fallait les canaliser parce que juste après on allait leur proposer le temps de la sieste. Donc vous vous doutez bien que là, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous, mais dans la logique, on ne peut pas surexciter un enfant avant d'aller à la sieste. J'allais pas leur proposer un cours de Zumba, de la musique à fond et hop on danse, parce que sinon ça allait encore plus les agiter pour aller à la sieste. Et donc ce que je leur avais proposé, ça fait partie du troisième objectif que je viens de vous énoncer, je leur ai donc offert un espace d'expression corporelle. J'ai dirigé une petite activité, un petit temps vraiment qui allait leur permettre de se défouler, mais également leur permettre de se recentrer sur eux-mêmes et de s'apaiser. Donc à ce moment-là, je leur avait tous demandé de se placer le long du mur. On pouvait parcourir le groupe jusqu'à un autre mur, jusqu'au mur d'en face tout simplement. Et à chaque aller et retour, je leur demandais de faire un animal. Je leur demandais d'imiter un animal. Je sais pas, par exemple, le premier aller, je leur demandais de faire la marche de l'ours. Donc la marche de l'ours, vous marchez sur vos mains et sur vos pieds, la tête en bas, et vous avancez jusqu'à l'autre mur. Ensuite, je leur demandais de faire le serpent. Donc je leur montrais, je me mettais au sol, on rampe, on peut ramper avec les coudes, on peut ramper les bras le long du corps, jusqu'à l'autre mur de nouveau. Et en fait, à force de faire des allers et retours, déjà ils se dépensent. Et en plus, il y a même ce côté ludique où ils apprennent les animaux, ils apprennent le bruit des animaux, ils apprennent à imiter les animaux. Et ça va quand même être une activité tranquille parce que les enfants, ils ne vont pas courir partout, c'est vraiment une activité cadrée. Donc comme dit, pour cette observation, veillez bien à observer, et avec vos recherches théoriques, si vous arrivez à observer que c'est des enfants qui ont besoin de se dépenser, faites-leur un cours de sport, en jouant, en dansant. Et sinon, si vous avez vraiment observé que les enfants ont un besoin de se recentrer sur eux-mêmes, de se calmer tout simplement, n'hésitez pas à leur proposer des choses plus calmes. Parfois, faut même pas hésiter à proposer aux enfants de s'allonger par terre sur le sol, et vous allez passer avec des petits foulards, et vous allez passer sur leur corps, vous allez énoncer les parties du corps. Vous allez dire là avec le foulard je passe sur vos bras, je passe sur votre tête, voilà, tout simplement avec de la musique douce. Et en général, même s'il y a des enfants qui n'ont pas forcément envie de le faire, qui vont continuer à jouer autour, ça va les mettre dans une ambiance apaisante et ils vont moins être agités. Même s'ils font pas l'activité, c'est pas grave, faut jamais forcer un enfant à faire une activité. En troisième observation, et j'adore cette observation, j'ai déjà pu l'observer plein de fois en crèche, ce sont des enfants qui grimpent sur des meubles. Il faut savoir qu'en général dans un groupe de vie, on a des petits canapés en mousse, il peut y avoir un petit toboggan et il peut y avoir des tables et des chaises. Donc là je vais vous donner un exemple concret avec la crèche dans laquelle je travaille actuellement. On a une salle de motricité. Dans cette salle de motricité, vous allez pouvoir retrouver plein de choses. En général, vous avez toujours une structure fixe au milieu de cette salle avec plusieurs toboggans, plusieurs escaliers. On peut même rajouter autour des tapis en mousse. On va toujours essayer de sécuriser au maximum cette salle parce que c'est quand même un endroit où les enfants peuvent grimper, sauter, courir en général. Je dis en général parce qu'il n'y a pas toutes les professionnels qui sont d'accord avec le fait que les enfants courent dans cette salle. Je pars du principe que c'est une salle de motricité pour que les enfants se défoulent, apprennent à apprendre à connaître leur corps, leurs propres limites. Donc moi je suis pas contre le fait qu'un enfant court, mais il y a beaucoup de professionnels qui peuvent potentiellement dire que les enfants ont seulement le droit de courir à l'extérieur, ce que je peux aussi entendre, mais quand les enfants ne peuvent pas sortir de la journée pour x, y raison, bah pour moi il faut quand même qu'ils aient un endroit à l'intérieur où ils peuvent se défouler et courir. Bref, c'était une petite parenthèse que je ferme, mais donc dans cette salle on peut également retrouver un coin où dans une armoire on peut y retrouver plusieurs jouets, il peut y avoir des Lego, il peut y avoir donc des jeux de construction, des jeux de rôle avec des déguisements, et on peut aussi également retrouver des instruments de musique. Dans notre salle de motricité, on a 2 grands bancs en bois. Ces bancs, ils sont plutôt là pour les professionnels, pour que les professionnels puissent s'asseoir dessus et observer les enfants qui jouent, pouvoir surveiller les enfants. Sauf que, ben vous vous doutez bien que des enfants, vous les emmenez en salle de motricité, ils ont une structure sur laquelle ils peuvent grimper, ils vont également essayer de grimper sur les bancs. De base, une des règles qui est mise en place dans cette salle, c'est le fait que les enfants ne peuvent pas grimper sur les bancs. Sauf que, quelque chose que j'ai souvent pu observer, c'est que les enfants, en fait, ces bancs, ils sont collés à des fenêtres et les enfants, ils aiment bien grimper et se tenir aux fenêtres. Alors bien sûr, on peut voir le côté dangereux.
C'est dangereux qu'un enfant monte sur un banc, il peut tomber en arrière et se faire très mal. Sachant que cette salle, elle est quand même protégée au sol par des tapis en mousse. Moi je pars du principe qu'un professionnel qui va en salle de motricité doit tout le temps être mobile. Il ne doit pas être constamment assis. En fait c'est simple, quand vous emmenez des enfants faire quelque chose où eux-mêmes sont en activité, eux-mêmes sont en mouvement, il faut que nous-mêmes en tant que professionnels, ou même des parents, hein, quand vous emmenez votre enfant dans un parc, si votre enfant est en mouvement, il faut que vous-même vous soyez en mouvement parce que du coup c'est là où on va du coup être hyper attentif. Voilà, on va pouvoir être proche de lui et faire attention à lui. Donc moi en fait, je suis pas du tout fermée à l'idée à ce qu'un enfant puisse grimper sur un banc, sachant qu'il peut y avoir plein d'enjeux en fait. Un enfant qui grimpe sur un banc, il peut y avoir plusieurs raisons. Là on va partir sur cette observation, donc il y a plusieurs enfants qui ont envie de grimper et qui se mettent à grimper sur les bancs qui sont en salle de motricité. Donc déjà on va pouvoir se demander pourquoi l'enfant grimpe. On a quand même connaissance de cette règle que les enfants n'ont pas le droit de monter sur le banc. Donc c'est forcément quelque chose que les professionnels vont répéter aux enfants. Non, tu n'as pas le droit de monter sur le banc. Donc là on va vraiment du coup pouvoir se demander est-ce que c'est un besoin moteur ou est-ce que c'est un besoin d'attention? Est-ce que l'enfant il grimpe exprès, volontairement parce qu'il voit que quand l'enfant grimpe sur le banc, l'adulte réagit, lui donne de l'attention. Et on peut également se demander est-ce que quand l'enfant il grimpe, quand il est en hauteur, est-ce qu'il se sent en sécurité? Parce qu'il faut savoir qu'il y a des enfants, quand ils sont en hauteur, ils se sentent bien, ils se sentent en sécurité. Donc là on va pouvoir partir sur les hypothèses. On va pouvoir peut-être se dire peut-être que l'enfant là il a besoin de stimulation motrice verticale et peut-être que tout simplement il veut explorer son environnement différemment. Peut-être que l'enfant il en a tout simplement marre de monter à chaque fois sur la même structure, il a envie d'explorer son environnement, il a envie de grimper sur autre chose. Ensuite en quatrième étape, vous savez ce qu'il y a, c'est recherche théorique. Là ici je peux vraiment vous conseiller un super livre qui vraiment vous détaille tout le développement moteur de l'enfant. C'est De la naissance au premier pas de Michel Forestier. Donc dans ce livre ce qui est vraiment trop bien c'est que les explications elles sont vraiment claires et en fait à chaque fois elles sont accompagnées de photos et on a des idées d'activités justement pour travailler la motricité de l'enfant. Comme objectif lors de cette observation, on peut se mettre en place le fait d'essayer de réduire les comportements à risque. Quand je vais en salle de motricité avec peu importe la tranche d'âge des enfants, que ce soit des bébés, des moyens ou des grands, j'aime beaucoup les laisser faire par eux-mêmes et les accompagner dans leur chute. Je vais vous donner un exemple concret, on va partir sur l'observation sur laquelle on était à l'instant. Si un bébé se met debout sur le banc, donc il se tient à la vitre, je vais bien évidemment rester derrière le bébé. Si d'un coup je vois que le bébé essaye de descendre du banc, il se met sur les genoux, je vois qu'il se gère, qu'il arrive à se maîtriser, je vais pas le prendre et le descendre du banc, je vais vraiment le laisser faire par lui-même. Et si à un moment donné l'enfant chute en arrière, je ne vais pas l'attraper. Je vais le tenir et l'accompagner tout doucement dans sa chute. Je vais juste le poser par terre et ensuite à partir du moment où il est en sécurité, je vais le lâcher et je vais le laisser se remettre à quatre pattes, debout s'il en a envie ou à nouveau adossé contre le banc s'il ne peut pas se lâcher sans les mains. Ça fera l'office d'une autre vidéo ce sujet-là parce que je pense que c'est quelque chose de très important et hâte que vous me donniez aussi vos propres avis si vous-même vous travaillez en crèche ou si vous avez fait des stages et même pas forcément en crèche, hein, même dans d'autres lieux où on peut accueillir des enfants en bas âge. Pour l'avoir observé pas mal de fois, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'interdits pour les enfants. On interdit pas mal de choses pour travailler en crèche au quotidien. Souvent dans une journée, je vais souvent entendre non fais pas ci, non fais pas ça, non tu n'as pas le droit de faire ça, non t'as pas le droit de faire ça. Et moi je vous avoue que c'est quand même quelque chose qui me perturbe un petit peu au quotidien parce que, alors oui hein, il faut qu'il y ait un cadre bienveillant, ça c'est sûr, il faut qu'il y ait un cadre parce que sinon en fait il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de sécurité et les enfants ils font ce qu'ils veulent et il y aurait des enfants blessés toute la journée, c'est pas ça du tout le but. Je pense qu'on peut être capable de faire des efforts sur pas mal de choses, faut juste peut-être se re-questionner sur nos pratiques. Mais bon, je vais pas plus m'étendre sur ce sujet là, en tout cas c'est vraiment un sujet qui me passionne beaucoup, le fait de laisser plus de liberté aux enfants je dirais. Et justement en fait c'est pour ça que j'aime bien cadrer des activités où je donne un maximum de liberté aux enfants quand ils grimpent, tout en les accompagnant bien évidemment lorsqu'il y a des chutes, parce qu'en fait ça permet de contrôler des comportements à risque si un jour on est dans le groupe et qu'un enfant est debout sur la table, on l'a pas forcément vu tout de suite se grimper sur la table et que l'enfant perd l'équilibre. Moi je pense que si on leur propose des activités où ils arrivent à se maîtriser quand ils sont en hauteur, on leur apprend à se rattraper par eux-mêmes, je pense que ça peut du coup limiter la casse en fait tout simplement. C'est en quelque sorte des activités de prévention. Apprendre à l'enfant à tomber, je trouve ça plutôt logique. Un autre objectif qu'on peut essayer de se mettre en place lorsqu'on leur propose des activités d'escalade par exemple, hein, des activités où ils peuvent grimper sur des modules ou sur des bancs, sur des escaliers prévus à leur effet, hein, c'est des escaliers en plastique qui notamment peuvent se retrouver sur la structure qui est au centre de la salle de motricité.
et ben là on va essayer comme objectif de se mettre dans une position où on va valoriser l'enfant. Plutôt que de dire à l'enfant arrête de monter sur le banc, tu vas tomber, l'enfant il est debout, on va se rapprocher de lui et on va lui dire bravo, tu as réussi à monter tout seul. Je pense que c'est aussi quelque chose de très important de se re-questionner sur sa façon de communiquer avec les enfants. Je pense que c'est important parfois, plutôt que de leur transmettre nos peurs, d'essayer, et c'est pas facile, j'en suis consciente, d'essayer de leur transmettre des choses positives, d'essayer de leur transmettre des mots positifs qui vont du coup engendrer de la confiance en soi. Ça va leur permettre d'avoir plus confiance en eux, d'avoir confiance en leurs capacités motrices, et donc ça va faire en sorte, en fait ça va être un cercle vertueux. Plus ils vont avoir confiance en eux et plus ils vont réussir à se développer correctement, à grandir avec confiance tout simplement. Et un enfant qui grandit en ayant confiance en lui, c'est un enfant épanoui. Voilà, tout simplement. Donc ça veut dire qu'un enfant épanoui fera moins de crises parce qu'il sera moins frustré par plein de choses négatives quoi. Donc voilà, je pense que c'est très important de donner confiance aux enfants. En quatrième observation, on a un enfant qui ne parle pas et qui a du mal à s'intégrer avec les autres enfants. Ça m'est déjà également arrivé d'observer, on est dans la salle de vie, il y a une vingtaine d'enfants qui jouent entre eux, il y a un coin dinette, il y a un coin poupée, il y a un coin où des enfants jouent avec des voitures. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'observer, pas toujours le même enfant, hein, il y a plusieurs enfants qui ne parlent pas forcément dans le groupe des grands. Et donc à ce moment-là, j'ai déjà pu observer un enfant arracher le jouet des mains d'un autre enfant. Comme première observation, on va directement partir dans le jugement et se dire il veut lui piquer son jouet. Ça part forcément en crise hein, parce que les deux veulent le jouet. Mais des fois en fait, en prenant du recul et en observant plusieurs fois la même situation à des moments différents de la journée, on peut potentiellement, et avec des recherches théoriques bien évidemment, se rendre compte que parfois c'est juste un manque de communication. L'enfant qui enlève le jouet des mains de l'autre enfant a potentiellement envie de jouer avec l'enfant. Il a sûrement envie de rentrer en interaction avec l'autre enfant. On peut se dire pourquoi l'enfant qui ne parle pas encore se met à arracher le jouet des mains de l'autre enfant. On peut aussi se dire pourquoi l'enfant ne va pas tout simplement chercher un autre jouet, le même jouet qui est par terre. Hypothèse, peut-être que l'enfant a envie de jouer avec l'autre enfant et donc il lui enlève la poupée des mains pour qu'ils puissent jouer ensemble. Peut-être que l'enfant veut tout simplement la même poupée et pas l'autre poupée qui est au sol parce que c'est pas les mêmes poupées, il veut exactement la même poupée que son camarade qui est en train de jouer avec. Pareil, on peut aussi également se poser la question, pourquoi ne parle-t-il pas encore? Est-ce que c'est une question de maturité, d'un manque de confiance en soi? Pourquoi est-ce qu'il a plutôt tendance à rester seul et à pas trop rentrer en interaction avec les autres enfants? Et quand il rentre en interaction avec les enfants, pourquoi est-ce que c'est d'une façon brusque? Pourquoi est-ce qu'il a ce besoin de pousser les autres enfants? Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'arracher les jouets? On peut se poser cette question-là. On peut alors rentrer dans les hypothèses. Peut-être qu'il a du mal à comprendre encore les codes sociaux. Peut-être qu'il a du mal à comprendre que pour jouer avec un autre enfant, il faut y aller doucement. Ensuite, on va du coup faire des recherches théoriques sur les émotions, sur le langage. Pour une observation comme celle-ci, il y a quand même pas mal de recherches théoriques à faire, je trouve. Enfin, en tout cas, je trouve qu'il y a quand même plusieurs pistes qui s'ouvrent à nous. Il y a plusieurs pistes qui potentiellement peuvent mériter à ce qu'on les creuse. Un objectif qui me vient immédiatement en tête lors d'une activité, c'est le fait d'aider l'enfant à rentrer en interaction avec les autres sans pression. Vraiment rentrer dans le dialogue avec l'enfant, de poser des mots sur ce qu'il ressent et poser des mots sur potentiellement ce qu'il aurait envie de dire à l'autre enfant. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois hein, que des enfants, ils essayent de rentrer en interaction avec d'autres enfants et ça part directement en dispute parce que l'enfant il vient, il pousse l'autre enfant, il lui arrache les jouets. Alors vous vous doutez bien que l'enfant qui est en face, il a pas encore, son cortex préfrontal n'est pas du tout encore assez mature pour avoir les capacités à réguler ses propres émotions et donc on lui arrache les jouets des mains, il va directement partir en crise. C'est là où nous, en tant que professionnels, on doit rentrer en interaction, on doit blâmer aucun des deux enfants. On ne doit ni blâmer l'enfant qui arrache le jouet parce que lui il faut qu'on le comprenne de par des observations, il faut qu'on arrive à comprendre ce besoin d'arracher les jouets à l'autre enfant. L'autre enfant pareil, il n'est pas non plus à blâmer. On peut pas l'engueuler en lui disant mais partage tes jouets, tu vois bien qu'il a envie de jouer avec ton jouet, tu partages. Non, là dans cette situation là, il faut vraiment que l'adulte rentre en interaction avec les deux enfants de manière très bienveillante, calme, sans pression. Là je vais vous donner un exemple qui m'était déjà arrivé. J'avais pu l'observer plusieurs fois qu'il y a un enfant qui n'arrêtait pas d'arracher les jouets à plusieurs enfants. À force que tous les enfants partent en crise, forcément j'ai commencé à me questionner, à prendre du recul, à observer, voir ce qui se passe. Et je suis directement allée voir l'enfant qui ne parlait pas encore et je suis allée le voir. Alors retenez bien un truc, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo où je parle du livre de la puissance des
bébés parce que dans un passage de la vidéo j'en parle un petit peu plus en détail. Retenez bien qu'un enfant qui ne parle pas encore, ça ne veut pas dire que l'enfant ne comprend rien. Là on est sur un enfant qui a 2 ans et demi. Je suis allée le voir, je me suis mis à sa hauteur. Quelque chose qui est important aussi je trouve et qui fait place à une certaine bienveillance auprès de l'enfant, c'est de l'appeler par son prénom. Ça lui montre une certaine considération et donc on se met à son niveau, on lui dit son prénom. Déjà en fait aussi pour qu'il comprenne qu'on s'adresse à lui. J'avais un enfant en face qui parlait très bien et qui était en colère parce que l'enfant qui ne parlait pas venait de lui prendre sa voiture. Donc l'enfant en face disait plein de mots. Il disait va-t'en, t'es méchant. Et donc là, c'est le moment où on doit canaliser la situation. Je rapproche les 2 enfants concernés et je vais m'adresser d'abord à celui qui ne parle pas. Et là, je vais lui poser des questions. Je vais lui dire est-ce que tu as envie de jouer avec cet enfant? Et je vais nommer l'enfant. Soit l'enfant qui ne parle pas hoche la tête comme ça en disant oui, ou soit il hoche la tête en disant non. Je vous assure que pour 90% du temps où ça m'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé avec plein d'enfants différents, la plupart du temps, l'enfant, il hoche la tête pour dire oui. Donc oui, il a envie de jouer avec l'autre enfant. Quand vous avez une réponse positive, l'enfant qui est en face, vous allez aussi lui expliquer la situation. Vous allez lui dire, tu vois, il n'arrive pas à te le dire qu'il a envie de jouer avec toi, mais en te prenant la voiture des mains, ça te montre qu'il a envie de jouer avec toi. Alors certes, parfois sur le moment, il faut réussir à trouver des mots adaptés à la situation et des mots pour que les enfants comprennent. Faut pas que ce soit trop complexe non plus. L'enfant qui est en colère parce qu'on lui a piqué son jouet, je vais lui dire, est-ce que tu es d'accord de jouer avec? On va dire c'est A et B. Je vais dire B, est-ce que tu es d'accord de vouloir jouer avec A? En général, B, il va être d'accord parce que du coup, je vais essayer de les inclure dans un jeu. Je vais leur dire, regardez, venez, on va s'asseoir autour du garage à voiture ou autour de la dinette. On va s'asseoir à table et on va se préparer à manger. Regardez, là le bébé, et en général je vais inclure un jouet, par exemple une poupée. Les 2 enfants vont avoir besoin de s'occuper du même jouet. Par exemple, je vais rentrer dans un jeu de rôle, je vais dire, regardez le bébé il est en train de pleurer, il faut que vous vous occupiez du bébé. Et là en fait je vais les inclure tous les 2 dans la même activité. Inconsciemment et consciemment, ils vont tous les 2 s'occuper du bébé et donc jouer ensemble. Là je pense que c'est quand même quelque chose de très important à prendre en compte parce que ça arrive, enfin pour l'avoir pas mal observé en crèche, il y a quand même pas mal d'enfants qui ont des difficultés à rentrer en interaction avec les autres enfants, à ne surtout pas négliger le fait qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont de plus en plus sur les écrans. Si l'enfant est seul face à un écran, il ne va absolument pas développer la capacité à communiquer, ni même à rentrer en interaction avec les autres enfants ou avec d'autres personnes, des adultes. Il faut avoir conscience que les enfants ont potentiellement de plus en plus, ils vont avoir de plus en plus de mal à interagir avec les autres. Et donc c'est là où nous on va devoir leur apporter des clés pour vraiment essayer d'interagir de la meilleure des façons. Et ensuite en dernière observation, celle-là je l'aime beaucoup parce que c'est quand même un sujet assez délicat. Quand on travaille en crèche, c'est pas facile tous les jours d'annoncer à des parents que leur enfant s'est fait mordre. Là je vais vous donner une observation que j'ai pu observer là il y a vraiment pas longtemps dans le groupe des bébés. À savoir que le groupe des bébés c'est un groupe à part dans le sens où les moyens et les grands ils vont continuer à mettre des jouets en bouche mais beaucoup moins que dans le groupe des bébés. Les bébés ils ont leurs dents qui sont en train de sortir, ça leur fait mal aux gencives, c'est vraiment pas une période facile pour eux. Le fait d'avoir des dents qui sortent peuvent leur donner de la fièvre, ils peuvent avoir les fesses irritées et du coup ça va les mettre dans un certain inconfort qui vont les mener parfois à des frustrations. Et donc là pour vous donner un exemple, il y a pas longtemps on a une petite fille, elle râlait un petit peu, elle pleurait en même temps, elle avait un jouet en bouche. À ce moment là il y a un autre enfant qui s'approche d'elle, donc un autre bébé qui rampe vers elle et qui veut lui prendre le jouet des mains. Et à ce moment-là, le bébé qui était en train de râler va vers l'enfant et la mord. Là, on peut se questionner pourquoi l'enfant mord. On peut se dire peut-être que l'enfant mord parce qu'il réagit à une sorte de frustration qu'il vient de ressentir en lui, le fait qu'on lui pique son jouet. Peut-être que l'enfant a mal aux dents, a envie de mâcher quelque chose et comme on lui enlève son objet symbolique qui est là pour le soulager, il va se soulager du coup sur l'autre enfant. À savoir qu'avant 3 ans, un enfant ne fait pas la distinction entre le bien et le mal. Il ne va absolument pas mordre par plaisir, même si par moment on peut avoir cette impression là. Oui, il y a des enfants qui ont entre 2 et 3 ans, on va leur dire non tu ne mords pas, ils vont vous regarder et ils vont volontairement mordre un enfant devant vous. Vous venez de lui dire ne mords pas et il va se mettre à mordre. Pour avoir assisté à une conférence où la conférencière parlait de ce sujet là, elle expliquait que quand on donne une négation à un enfant, en fait vous allez lui donner un ordre en tête en pensant que pour vous c'est une interdiction, mais lui il va juste confirmer dans sa tête que c'est bien ça que vous lui avez demandé. Là je vais vous dire, ne pensez pas à un éléphant rose. Vous avez pensé à un éléphant rose.
Pourtant je vous ai dit ne pensez pas, je vous ai donné une négation, je vous ai dit ne pensez pas à un éléphant rose. Et vous avez fait quoi dans votre tête? Vous avez pensé à un éléphant rose. Par exemple, on est dans la crèche, l'enfant se met à courir. Bon, faut pas lui dire ne cours pas. Là vous allez juste lui donner l'information courir, il va continuer de courir. Il faut lui dire marche, marche doucement. Là vous allez, je sais pas, par exemple vous avez un enfant chez vous qui saute sur le canapé. Il faut pas lui dire ne saute pas. Vous allez lui donner le mot sauter en tête. Il va continuer de sauter. Il faut lui dire assis-toi. Assis-toi sur tes fesses. Descends tes pieds du canapé. Vous allez en fait à chaque fois dans une négation lui donner l'ordre que vous voulez pas qu'il fasse. Mais lui il va avoir l'ordre en tête. Pour vous donner l'exemple concret, plutôt que de dire à l'enfant ne mords pas ton camarade, dites-lui tu as le droit de faire des câlins, tu as le droit de faire des bisous avec la bouche et vous imitez le bruit d'un bisou. Et pour l'expérimenter en ce moment dans le groupe des bébés, j'essaye de plus en plus de leur dire ça, de faire des bisous. Et je fais le bisou, je fais le bruit du bisou. C'est vraiment beau à observer parce que quand je leur dis, les enfants imitent. C'est pareil, il y a des enfants, en fait il y a des bébés qui ont quasiment 1 an et en fait on a des bébés qui sont plus petits. Donc par exemple on va partir sur un bébé qui a tout juste 1 an et un bébé qui a 4 mois. Souvent les plus grands bébés vont être attirés par les plus petits. Et donc ça fait qu'on va avoir souvent ces moments d'interaction entre les deux où le plus grand bébé va vouloir caresser la tête de l'enfant. Ils n'arrivent pas encore à contrôler à 100% leur corps, donc ça fait que quand un bébé va vouloir caresser le petit bébé, plutôt que de lui faire une caresse toute douce sur le visage, l'enfant il va vraiment y aller de plein fouet avec sa main, il va lui caresser la tête, il va lui griffer le visage. Nous là, à ce moment-là, enfin du moins moi en ce moment, c'est ce que j'essaye de faire, je prends la main du plus grand bébé et je la pose tout doucement sur le petit bébé. Je lâche l'enfant et je lui dis vas-y continue, et l'enfant le fait tout doucement. À chaque fois, dans chaque observation, dans chaque situation, c'est à nous en tant que professionnels ou en tant que parents d'être les médiateurs, d'être les entremetteurs entre 2 bébés ou plusieurs enfants. Et c'est à nous de leur montrer la façon la plus cordiale de se comporter entre eux tout simplement. C'est comme ça je pense qu'on peut aller sur des comportements beaucoup plus positifs, parce que ce n'est pas en criant sur l'enfant ou en lui disant non arrête de taper l'enfant, arrête de mordre tes copains, que l'enfant il va se poser, il va faire tiens c'est pas con ce qu'elle dit, je vais arrêter de mordre, je vais arrêter de taper. Je blâme personne, hein. Je suis juste en train de donner mon avis et des exemples que je vois au quotidien. En tant que professionnel, on est vraiment là pour accompagner l'enfant au mieux, et même en tant que parent, hein, forcément on a envie que son enfant grandisse le mieux possible, sachant qu'en plus en tant que professionnel on est tous conscients que c'est pas facile pour des parents de laisser son enfant en crèche. Et donc je trouve que c'est la moindre des choses de savoir que les parents peuvent se sentir rassurés en laissant son enfant entre les mains de professionnels bienveillantes, en voyant les points positifs, en ayant cette façon d'aborder les choses de manière bienveillante, calme, douce, en expliquant correctement les choses aux enfants, même à des bébés. Je me rends compte que c'est très bénéfique au quotidien et que ça évite pas mal de frustration. Le but c'est vraiment de vivre en harmonie, de faire grandir les enfants du mieux possible, de leur inculquer de belles valeurs et de les aider à grandir en leur donnant un maximum de confiance en eux, tout simplement. Voilà. Un enfant qui mord une fois veut pas dire qu'il va tout le temps mordre. Quand je travaillais sur le groupe des grands, une fois ça m'est arrivé d'observer plusieurs enfants s'acharner sur plusieurs jours différents sur la même petite fille. Cette petite fille n'embêtait jamais les autres enfants. Vraiment elle était très souvent dans son coin et elle s'exprimait bien. C'est un détail important, le fait qu'elle s'exprimait bien, vous allez comprendre pourquoi je le précise. Plusieurs enfants ont remarqué que cette petite, même quand on la pousse, quand on la tape ou quand on la mord, à part pleurer, elle ne faisait rien d'autre. Elle ne s'énervait pas contre eux, il n'y avait pas de réaction. Même inconsciemment, ils peuvent prendre en souffre-douleur un enfant qui se laisse faire. Et du coup, les enfants qui ont un besoin de se décharger, de décharger des frustrations, de décharger d'un trop plein d'énergie, bah, ils vont se défouler sur l'enfant qui ne réagit pas. Ça a été un travail sur plusieurs mois que j'ai mis en place. Quand elle se mettait à pleurer, elle venait à chaque fois vers une professionnelle dire ce qui n'allait pas. Je me mettais à sa hauteur, je lui disais son prénom, encore une fois pour la considérer, pour lui montrer que je suis là pour l'écouter, je suis là pour elle. Je la regardais et je lui disais dis-moi non. Tu es capable de t'exprimer correctement, tu es capable de faire des phrases, tu es capable de dire non. Au début, ça a été assez magnifique à observer comme évolution, parce qu'au début, quand je disais de me dire non, vraiment elle était, on le voyait dans sa posture, elle était recroquevillée sur elle-même. Elle me disait non, mais d'une voix toute douce. Elle n'osait pas s'affirmer et elle se sentait pas légitime de dire non. Dès que ça se repassait, dès que par exemple il y avait un enfant qui venait et lui tirait les cheveux,
je prenais les deux enfants, donc je prenais cette petite fille et par exemple un enfant qui lui attire les cheveux, je me mettais à leur hauteur et je lui disais, tu lui dis non. Quand on te tire les cheveux, quand on te mord, tu as le droit de dire non. Dis-lui, ne me tire pas les cheveux. Et elle répétait la phrase. Au fur et à mesure, plus les mois sont passés et plus je remarquais que dès qu'on l'embêtait, déjà on l'embêtait beaucoup moins parce qu'elle s'exprimait beaucoup plus vis-à-vis de ça envers ses camarades. À la fin, je n'ai même plus eu besoin d'interagir avec elle, elle se gérait toute seule. À la fin, elle osait leur dire non. Franchement, comme je vous ai dit, c'était vraiment magnifique à observer comme évolution parce que c'est là où on voit que notre présence elle est extrêmement importante, qu'on soit parent ou professionnel, hein. Là je parle pas qu'en tant que professionnel, je parle juste d'un adulte qui est là pour accompagner les enfants dans leur développement. On est vraiment là pour leur donner des clés pour vraiment qu'ils grandissent le mieux possible. Et ouais, franchement cette évolution elle était magnifique à observer parce que comme dit au début, je savais pas du tout comment ça allait évoluer et de voir qu'à la fin la petite fille elle arrivait à poser ses limites toute seule en fait, et c'est ça qui a été vraiment beau à voir et d'observer surtout que en finalité les autres enfants ont arrêté de l'embêter. J'ai beaucoup papoté, j'ai beaucoup détaillé toutes ces observations, mais je pense que c'était quand même important de le faire. J'ai plusieurs personnes qui m'ont écrit sur mon adresse mail, d'ailleurs n'hésitez pas si vous avez des questions et que vous n'avez pas forcément envie de me les poser sous mes vidéos, je vous la mets juste ici. D'ailleurs merci de m'écrire, merci de me faire confiance et de me demander des conseils au quotidien. Vous avez été plusieurs à m'annoncer que vous allez rentrer prochainement dans des études pour devenir éducateur de jeunes enfants ou éducatrice de jeunes enfants, et donc je suis vraiment contente pour vous. Et donc en tant que future professionnelle de la petite enfance, j'espère que cette vidéo elle vous aura été utile. En tout cas moi ça m'a vraiment fait plaisir d'aborder ce sujet là avec vous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!